Bienvenue dans Drapeau Noir et Soleil, le podcast qui revient sur les personnages hauts en couleur et les histoires folles méconnues de notre histoire européenne. Chaque semaine, nous vous lirons un chapitre d'un bouquin qui nous a marqués dans notre parcours militant, suivi d'un débrief avec notre approche légère et sans prise de tête. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de La Folie d'Annunzio. Aujourd'hui, je suis encore en compagnie de Alfie. Ça changera pas, pas de soucis. Et c'est Alfie qui va nous lire le chapitre du jour, donc qui est le chapitre 9 du bouquin qui s'appelle La grande lueur à l'Est et qui va essentiellement parler des influences socialistes et communistes de Fiume et de l'épopée de Fiume. Voilà. C'est ce qu'on disait un petit peu en intro, hein. Fiume, c'est Un là grand creuset d'idées, d'idéologie surtout. Très étonnant d'ailleurs de voir, vous allez voir, on ne spoile pas, mais D'Annunzio, on pourrait croire qu'il est très radical et surtout qu'il ne change pas ses idées. Et pourtant, c'est quelqu'un qui finalement a virevolté d'idée en idée. C'était pas un grand politique, D'Annunzio. D'ailleurs, c'est assez souligné dans le texte, où on dit que D'Annunzio, lui, honnêtement, les idées, la technique, tout ça, il s'en fout un peu. Ce qui compte pour lui, c'est ce que ça fait vibrer chez les gens. Et donc, pour moi, c'est pas étonnant qu'il était aussi influencé. Et puis, c'était le tout début du bolchevisme, 1917. Comme on disait aussi dans l'intro du podcast, Fiume, c'est le laboratoire de toutes les idéologies du 20e. Ouais. Et encore là, on va parler de syndicalisme aussi. Oui, beaucoup. Et de l'influence très très syndicaliste révolutionnaire sur Fiume, qui d'ailleurs va s'inter-influencer avec le fascisme, du Mussolini, parce que les acteurs à Fiume, ce seront aussi les acteurs dans la politique italienne qui vont influencer ce fascisme. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Ça va permettre d'aborder la question un peu sociale du fascisme, mais surtout l'influence nationaliste révolutionnaire, j'allais dire, de Fiume en soi. C'est très axé sur Fiume, ce chapitre. Mais effectivement, on voit que l'Italie, qui n'est pas rattachée à Fiume à ce moment-là, qui ne le sera pas, craint quand même que Fiume influence énormément la politique et cette ère un peu révolutionnaire qui arrive sur l'Italie. Donc, honnêtement, chapitre extrêmement intéressant. Beaucoup plus porté sur la politique, beaucoup moins onirique, mais tout aussi intéressant, donc vous allez voir. Et on va passer à la lecture. Chapitre 9. La grande lueur à l'Est. L'aura du Soviet. L'ivresse de la liberté. La passion des femmes. En tournant la page de son carnet sur lequel il inscrit ces mots, le soir du 18 décembre 1919, Gabriele tourne également la page exclusivement nationaliste de son équipe. Celle qui s'ouvre sera avant tout internationaliste et libertaire. Dorénavant, c'est à Fiume et non à Moscou que resplendit la grande lueur à l'Est, devant illuminer l'Italie et le reste du genre humain. C'est ce qu'il affirme dès les premiers jours de 1920 au syndicaliste Giolitti, qui l'informe de ses efforts pour unir les anarchistes et les socialistes. Prélude à sa marche sur Rome, qu'il traverse au plus vite l'Adriatique. Il est à Fiume, et il y reste, pour l'instant. Aujourd'hui, lui répond-il, n'importe quel effort de libération ne peut partir que de Fiume. Pour une plus vaste épopée sociale, je dois partir d'ici. Mon esprit s'appuie sur cette rive pour n'importe quel bond en avant, en particulier pour bondir sur l'autre rive. La nouvelle parole part d'ici. Ici, les nouvelles formes de vie non seulement se dessinent, mais s'accomplissent. Si tu assistais à certains spectacles humains, ici, tu comprendrais que la vraie volonté de vie n'est pas là où la doctrine de Lénine s'abîme dans le sang. Le chardon bolchevique se change ici en rose italienne, en rose d'amour. C'est faire peu de cas de l'hommage que lui a rendu le maître du Kremlin. Il n'y a qu'un véritable révolutionnaire en Italie, D'Annunzio, lance Lénine en 1919, lors de la 3e internationale à Moscou, à un représentant italien prédisant l'imminente explosion de la révolution sociale dans la péninsule. Pas besoin d'un médecin pour diagnostiquer en observant ses rougeurs et ses poussées de fièvre insurrectionnelle l'incubation d'une maladie éruptive. L'épidémie de bolchevisme russe gagne. De proche en proche,
les nations qui viennent de naître à l'Est. Fiume sera-t-il l'agent infectieux pour l'Italie, avec la proclamation d'un soviet? L'hypothèse est évoquée dès le début de l'année 1920 par le futuriste Mario Carli. Dans les colonnes de son journal La Testa di Ferro, il signe un article intitulé « Notre bolchevisme », appelant à ne pas se laisser effrayer par certains mots épouvantails. La mission de ce mouvement n'était pas celle d'une mesquine expropriation, mais d'une rénovation, d'une reconstruction sur la base d'idéaux vastes et profonds de l'édifice social, bancal et décrépit du régime tsariste. Celui de la démocratie libérale en Italie l'est tout autant. Mario Carli ne cache pas les symptômes de la maladie bolchevique que le peuple russe subit. Massacres, fusillades de masse, répression violente. Mais il est déjà en convalescence et il aura une vie meilleure et une gloire sûre à travers les siècles. Ce sera le point de départ de la révolution fiumaine, sans devoir infliger les affaires dont parle Mario Carli. Le vaccin préconisé est celui de l'observation de cette expérience tragique, mais féconde, de sucs vitaux pour l'avenir des autres peuples. Il suffira d'étudier les blessures non encore cicatrisées de ce sublime patient pour assimiler les résultats de sa cure laborieuse, pour éviter toutes ces erreurs et toutes ces horreurs, toutes les misères et tous les héroïsmes, toutes les lumières et toutes les ombres. Entre Fiume et Moscou, il y a peut-être un océan de ténèbres, estime Mario Carli, mais indiscutablement, Fiume et Moscou sont deux rives lumineuses. Il faut, au plus vite, jeter un pont entre ces deux rives. Son principal architecte sera Alceste de Ambry. Il n'est pas marxiste, mais syndicaliste révolutionnaire et partisan de l'action directe. Il l'a prouvé lors de grandes grèves à Parme en 1908, mais surtout lors de la Semaine rouge, dont il fut l'un des principaux animateurs. Du 7 au 14 juin 1914, Ancône, où un congrès contre la guerre est organisé, devient le foyer d'une vague de grèves et de manifestations au caractère insurrectionnel et aux accents antimilitaristes et antimonarchistes. De Ambry se range pourtant, quelques mois plus tard, aux côtés des interventionnistes. La tranchée vaut la barricade, proclamait l'encore socialiste Benito Mussolini. Les armes saisies dans les premières peuvent très bien être brandies sur les secondes. En mars 1919, Mussolini fonde les faisceaux italiens de combat, méritant à l'époque le titre de seul véritable révolutionnaire d'Italie. Pas seulement pour sa foi républicaine et ses revendications anticléricales, ou pour le nom de son mouvement, qui reprend celui des syndicats d'influence socialiste. Dans le manifeste de cette nouvelle force politique nationaliste figure la journée légale de 8 heures de travail, un salaire minimum, la participation des représentants des travailleurs et des organisations prolétariennes à la gestion des industries, mais surtout un impôt extraordinaire sur le capital fort et massif, ayant le caractère d'une vraie expropriation partielle de toutes les richesses. Alceste de Ambry y adhérera avant de s'en éloigner en constatant que la couleur rouge de ce programme noircit de plus en plus. Elle est encore vive au moment de l'épopée de Fiume. Et si elle valait, elle aussi, la barricade? Son premier voyage de la cité holocauste en novembre 1919 est une véritable mise en abîme de l'épopée d'Annunzienne. Il ne connaît pas personnellement le poète auquel il a adressé un télégramme de félicitations en apprenant son exploit. Leur vie, diamétralement opposée, n'a pas permis une rencontre, qu'il n'a d'ailleurs pas recherchée. Il n'a aucune disposition pour faire la cour aux personnalités illustres, et n'a de goût ni pour son art politique, ravalé au rang de snobisme nationaliste, ni pour son art tout court. C'est pourtant dans la ville, dont l'atmosphère a été rendue électrique par son art oratoire, qu'il décide de fuir celle asphyxiante de la campagne pour les élections législatives de novembre. Elle lui est devenue irrespirable avec ses courants démagogiques neutralistes. Il part donc changer d'air à Fiume, et son premier contact avec la cité de vie est symptomatique. Pour y entrer, il doit en effet se soumettre à la comédie superflue de se grimer en cheminot. On l'avait mis en garde contre la sévérité de régiments chargés d'empêcher le franchissement de la frontière. Il constate qu'ils sont plus disposés à favoriser les intentions des partisans du commandante qu'à obéir à celles du gouvernement de Rome. Les mascarades se suivent. Il ne voulait plus entendre parler d'élections. Et le voilà dans une ville en pleine effervescence électorale pour faire élire le député devant la représenter au Parlement italien et qui tient, le soir de son arrivée, un meeting. Ce candidat, le héros de guerre Luigi Rizzo, dont la victoire est assurée,
ne pourra de toute façon pas siéger, ne serait-ce qu'une minute, à Montecitorio. Les autorités italiennes ne le reconnaîtraient pas. Cette comédie se joue dans le lieu le plus adapté qui soit, le théâtre municipal. Alceste de Ambry, qui a connu le soldat Rizzo pendant la guerre, devient le spectateur stupéfait de celui qui prend au sérieux sa candidature en tenant un discours spectaculairement électoral dans un environnement qui en est la négation. Car le public, très déçu, composé d'une majorité de légionnaires, s'intéressait bien peu au programme et aux promesses du candidat, mais cherchait en revanche avec impatience le moindre prétexte pour donner libre cours à leur passion, qui n'avait rien d'électoral. Se créait ainsi, malgré les orateurs, un état d'esprit collectif d'une incandescence croissante et contagieuse, qui me gagnait peu à peu. Reconnu par un groupe de légionnaires exaltés, De Ambry est pressé de prendre la parole. Luigi Rizzo le pousse sur la scène, déclenche les applaudissements enthousiastes du public en le représentant comme son compagnon d'armes et l'un des plus chers amis de la cause fiumaine. Stupéfait de ne pas jouir d'un anonymat qu'il croyait acquis, pris au dépourvu, n'ayant pas eu le temps de rassembler deux idées pour confirmer cet indéfectible attachement qu'on lui prête, le syndicaliste s'abandonne à son inspiration du moment et à la ferveur de l'auditoire. Il ne garde aucune mémoire de son discours, et cela n'a aucune importance. À Fiume, les mots ne doivent pas retranscrire les idées de l'orateur, mais interpréter le sentiment collectif de la foule. Le théâtre sembla devenir subitement le buisson ardent de la foi, se souvient-il. Fiume était dans cette salle orageuse, agité par un magnifique élan passionné qui annulait brusquement les impressions un peu mesquines de mes premiers instants fiumains. Comme le vent de l'océan efface les traces ténues dans le sable. J'étais venu chercher un peu d'air respirable et je sentais le souffle vivifiant de l'Adriatique, chargé d'oxygène, de sel. Mes poumons pouvaient finalement s'ouvrir. Que D'Annunzio le désigne chef de cabinet, au tout début de l'année 1920, est un choix surprenant. À première vue, tout les oppose, physiquement d'abord. D'un côté, le maflu de Ambry, petite lunette ronde d'instituteur, moustache en guidon sur des lèvres pincées, se perdant dans l'épaisse broussaille du menton. De l'autre, le nerveux D'Annunzio, à l'œil cerclé d'un monocle et à la fine taille sanglée dans ses uniformes. Leur parcours ensuite, quand le poète exaltait, en 1911, la guerre coloniale en Libye et le nationalisme italien, le syndicaliste multipliait opuscules et articles pour la dénoncer et comparait le syndicalisme nationaliste à un salaud né d'une étreinte clandestine et répugnante entre une vieille idée maquillée pour simuler la jeunesse et un jeune phénomène. L'un défendait avec acharnement les intérêts des paysans et prolétaires, lorsque le mondain ne poursuivait que la satisfaction des siens propres. La Première Guerre mondiale réduit, sans abolir, une distance jusque-là infranchissable entre deux hommes. Elle n'est qu'apparente. Ces deux bourgeois, au caractère bien tranché et à la grande générosité d'âme, sont animés d'un identique amour du combat pour faire triompher leurs idées. Ils savent les exprimer avec la même violence ou en phase rhétorique. Ils méprisent tous les deux un parlementarisme inefficace pour concrétiser leurs idéaux. Gabriele, qui n'est pas idéologue, peut pourtant aisément souscrire au socialisme d'Alceste de Ambry. Une doctrine de conquête, de rébellion et de joie. Je l'ai toujours prêché ainsi, écrit le syndicaliste révolutionnaire, rejetant toute conception monastique et chrétienne du renoncement, de la résignation et de la douleur. Je crois que l'éthique du socialisme consiste précisément à rappeler les hommes jusque-là exclus du banquet de la vie, leur faisant comprendre toute la beauté et la dignité de l'existence humaine dans le travail et la pure joie de l'individualité retrouvée, sans hypocrisie, sans bigoterie, sans superstition. Quant à De Ambry, le poète peut le guérir de ce mal de l'hier, dont il se sent envahi, avec tant d'autres, et qu'il décrivait dans l'un de ses articles. La nausée du présent est une immense nostalgie du passé, non en tant que telle, mais parce que par le passé brûlait vraiment une flamme intense, qui incendiait tous nos êtres. Je ne sais pas s'il est possible de revenir à ce moment d'exaltation psychologique collective, magnifique et féconde, qui nous semble aujourd'hui presque miraculeuse. Je ne sais pas s'il est possible de réveiller la flamme enfouie sous les cendres du calcul et de l'opportunisme. Il attise lors de son premier discours à la population, le 11 janvier 1920.
La politique fiumaine ne peut se réduire uniquement à des questions prosaïques, de ravitaillement, de stabilité monétaire ou de rattachement territorial à la mère patrie. Fiume signifie aujourd'hui, dans le monde, une idée et une flamme, le point de convergence de l'infini espoir, le centre d'un mouvement grandiose de libération. De ce centre devra s'élancer le wagon blindé de la révolution fiumaine, tiré par la puissante locomotive oratoire du commandante, et alimenté par les idées de son nouveau chef de cabinet. Sa destination sera Rome. À l'intérieur de Fiume, De Ambry entend lui donner une empreinte syndicaliste. À l'extérieur, il souhaite nouer des relations avec les différentes mouvances qui pourraient soutenir la révolution. Le duo à sa tête fonctionne à front renversé. Malgré ses allures de directeur d'académie, lisant des rapports et prononçant des discours à des remises de prix, Alceste de Ambry est un homme de terrain, un organisateur de grèves et de soulèvements parfois violents. Convaincu de la nécessité de soumettre ses principes théoriques à l'épreuve de l'action directe. Le commandante a beau chausser les bottes du conquérant, il est un héros AUT avant d'être un héros OS. De Ambry bâtira les lendemains que D'Annunzio chantera. De leur camp retranché de Fiume, il braque sur l'Italie le fusil de la Révolution. Le premier veut le charger des articles de sa constitution pour faire évoluer la société. Le second, de mots pour la faire rêver. Leur arme à feu tirera à blanc. Quoi de plus d'annunzien que ce terme qui incarne le seul pouvoir qui sied à l'artiste, le pouvoir évocateur. Il est l'une des clés du trousseau battant au flanc du poète, qui veut nous faire oublier notre condition. Elle permet d'ouvrir notre cage pour nous offrir quelques instants d'évasion dans un monde chimérique où tout, nous les premiers, sera meilleur et plus beau. Quel bonheur de pouvoir se payer de mots pour le rallier sans avoir peur des dettes dont l'échéance est de toute façon indéterminée. Je suis pour le communisme sans dictature, explique D'Annunzio dans un entretien qu'il accordera à Randolfo Vella. J'ai l'intention de faire de cette ville une île spirituelle à partir de laquelle puisse rayonner une action éminemment communiste vers toutes les nations opprimées. S'il a la tête dans les nuages, Nitti a les pieds sur terre et considère que sa nation verse dans des conditions qui pourraient devenir d'un jour à l'autre dangereuses. Le 19 janvier 1920, en marge de la conférence de la paix de Paris, il se confie à Giovanni Giorati. J'ai fait des miracles et j'ai réussi à me procurer des réserves jusqu'à avril. Après, je ne sais pas comment on pourra les obtenir. Je ne peux pas laisser mourir le pays. Je ne peux pas non plus l'exposer au risque d'une nouvelle guerre qui, dans la situation actuelle, serait un désastre. Nous ressemblons à quelqu'un qui serait en train de se disputer pour un beau jardin et pendant ce temps laisserait brûler la maison qu'il devrait habiter pour jouir du jardin. Une métaphore horticole dont use également Mario Carli. Dans celui riche qu'est le fiumanisme, ne poussent ni chardon bolchevique, ni rose italienne, mais des fleurs volatiles qui laissent les vents de la mer et des montagnes dérober leur pollen le plus mystérieux. Ce pollen rougeâtre, né parmi les sourires d'un beau jardin riverain, porte le germe de la révolte là où il se pose. N'avez-vous jamais entendu dire qu'une révolution peut jaillir d'un jardin de légende ? Celle de Fiume est la première à laquelle on aurait pu attribuer le nom d'une fleur, celui d'une belle de nuit, à la graine noire et à la grande variété de couleurs dont le rouge. En forme de trompette, souvent odorante, elle s'ouvre pleinement la nuit et se referme au petit matin. Le nom latin de son genre est Mirabilis, admirable. Bien d'autres noms auraient pu éclore dans l'esprit de D'Annunzio pour la désigner. Elle n'a pas poussé sur le sol italien, mais uniquement dans son jardin du Carnaro. Le temps d'en admirer la couleur, de s'enivrer de son parfum et de l'accrocher à sa boutonnière, comme il l'aurait fait avant de se rendre à un dîner de gala, séduire quelques admiratrices. C'est le sort de toutes les révolutions à peine écloses. Elles sont déjà fanées. Celle de Fiume devait permettre à Gabriele d'enflammer les cœurs. La charte du Carnaro, professe-t-il, est l'étincelle qui doit permettre la fiumanisation de l'Italie. Au moment de la proclamation de la Régence en septembre 1920, la péninsule est une véritable poudrière. Le Biennio Rosso atteint son paroxysme. 2 années d'agitation sociale pré-insurrectionnelle qui précèdent le Ventennio Nero, les 2 décennies de dictature fasciste. La guerre, comme l'a prouvé l'effondrement des empires centraux et tsaristes, est un puissant accélérateur de mouvements révolutionnaires. La tranchée vaut la barricade.
Les premières ne sont pas encore refermées, que déjà on songe à ériger les secondes. Le retour des soldats du front ne fait qu'aggraver la crise dans laquelle le pays s'enfonce toujours davantage. Les bataillons de démobilisés grossissent ceux des chômeurs. Les paysans retrouvent le champ étroit de leur campagne misérable, mais le brassage de 3 ans de conflit a ouvert leur horizon. Les ouvriers frappent à la porte des usines d'une industrie dont les patrons abandonnent avec lenteur la lucrative militarisation. Leur masse s'est considérablement accrue, mais surtout concentrée dans les faubourgs des villes. Quant aux officiers, la difficulté de retrouver leur place dans la société se double d'une peur de déclassement. L'inflation galopante ruine les rentiers, les retraités et la petite bourgeoisie. Elle fait exploser le coût de la vie. Le prix des denrées alimentaires a en moyenne triplé depuis 1914. À l'été 1919, déjà, une vague de grève s'étend à toute la région et à tous les secteurs de l'économie contre la vie chère et pour la hausse des salaires. Des cortèges d'ouvriers en grève, de femmes en colère et d'artisans au chômage arpentent les rues, paralysent les transports, prennent d'assaut boutiques et commerces pour réclamer une baisse de 50% des prix. Pillages, réquisitions, heurts violents et parfois mortels, avec les forces de l'ordre, deviennent monnaie courante. Dans les campagnes, les paysans, constatant que la promesse de partage des terres formulée lorsqu'ils étaient au front n'est pas honorée, les occupent. Des ligues paysannes, catholiques et socialistes, se multiplient et s'organisent, mais ne se coordonnent pas avec les mouvements contre la vie chère et les grèves ouvrières. Les revendications sont spécifiques. Le mécontentement est général. Chaque menace à l'ordre établi l'alimente. Il nourrit à la fois le discrédit envers un pouvoir dont la faiblesse est de plus en plus évidente, la peur de la bourgeoisie qu'une révolution puisse le renverser, et la frustration d'une partie de plus en plus importante de la population qui espère un changement. Elle observe d'abord celui des dépenses hebdomadaires des familles qui doublent d'août 1919 à décembre 1920, année au cours de laquelle près de 2000 grèves éclatent dans l'industrie. Elles sont massives au printemps à la Fiat de Turin, avec la constitution de conseils d'usine et de commissions internes d'ouvriers. En juin, des Bersagliers, protestant contre l'abandon de l'Albanie par l'Italie, se soulèvent dans une caserne près d'Ancône. L'émeute, organisée avec l'aide des milieux anarchistes, républicains et socialistes, se propage à d'autres villes du centre de l'Italie, avant d'être matée par le gouvernement qui n'hésite plus à faire tirer sur les insoumis. L'écho des tirs résonne comme un avertissement de l'autre côté de l'Adriatique. La mutinerie n'a pas trouvé l'appui du Parti socialiste italien, qui a pourtant adhéré à l'internationale communiste en mars 1919, avant d'affirmer lors de son congrès en octobre vouloir fonder une république socialiste et la dictature du prolétariat. Une phraséologie pseudo-révolutionnaire dénonce Antonio Gramsci, celui qui fondera d'ici un an le PCI italien, mais n'est encore qu'un jeune cadre du PSI. Il déplore la passivité de ses dirigeants, spectateurs d'événements qu'ils ne savent pas, n'osent pas ou ne veulent tout simplement pas guider. Plus habile à collectionner les belles phrases qu'à jeter des mots d'ordre susceptibles d'être repris par les masses, ou d'unifier les actions révolutionnaires éparses. Gramsci le constatera une nouvelle fois en septembre 1919 avec la grève massive qui frappe l'ensemble des secteurs métallurgiques du pays, avant de s'étendre à d'autres secteurs. Les ateliers ferroviaires, les mines, les chantiers navals sont paralysés. À Turin, 150 000 ouvriers occupent 185 entreprises organisant des mouvements d'autogestion pour maintenir la production. Des gardes rouges sont postés devant les grilles des usines, tandis que, sur les toits et les cheminées, flottent des drapeaux ajoutant au ciel des nuages pourpres. Dans les cours, on entonna la version bolchevisée du chant socialiste, Bandiera Rossa. Des chants à la mer, à la mine, à l'atelier. Qui souffre et espère soit prêt. C'est l'heure du sursaut. Le drapeau rouge triomphera. Vive Lénine, la paix et la liberté. Ce chant ne pourra-t-il pas maintenant être humanisé? Le drapeau de la régence du Carnaro est lui aussi rouge. Son commandante a été adoubé par le meneur bolchevique lui-même, et sa constitution promet de satisfaire la revendication qui, au-delà de tous les travailleurs, unit tous les hommes, celle d'une vie meilleure. Alceste de Ambry demeure un syndicaliste révolutionnaire qui a organisé les grandes grèves d'avant-guerre, celles qui ont prouvé aux masses laborieuses que 5 minutes d'action directe
valait au moins 5 ans de bavardage parlementaire. Il a l'espoir qu'un cri de guerre sera lancé dans les rues italiennes. Vive la Constitution de Fiume. Ne coupons pas trop les cheveux en quatre sur son application intégrale. On y pensera après. Aujourd'hui, il faut résumer notre concept en une formule simple et brève, qui est la force suggestive d'un mythe. Les masses ne saisissent pas les idées compliquées, qui n'ont par conséquent aucune force d'attraction sur elles. Quand on veut agir, il est nécessaire de mettre de côté les réserves et les doutes. C'est lui qui sera mis de côté par ceux de Gabriele, trop ondoyante pour tenir la moindre ligne. Il se rapproche de nouveau des milieux nationalistes, nourrit des projets d'expédition pour soulever les calmes Balkans, alors que l'Italie est déjà traversée de soubresauts. La charte du Carnaro n'est pour lui que l'aboutissement idéal de son épopée, tandis que pour Alceste de Ambry, elle en est le commencement concret. Il noue des contacts avec les milieux industriels et financiers milanais pour obtenir des fonds, mais aussi leur appui à un plan insurrectionnel. Il promet que le mouvement national révolutionnaire, qui, de Fiume, contaminera Rome, garantira la puissance nationale et industrielle et saura réagir aux menaces bolcheviques, socialistes et anarchistes. Ces derniers seraient en revanche favorisés par une action déstabilisatrice de D'Annunzio en Italie, estiment les classes dirigeantes qui préfèrent le voir s'agiter en Yougoslavie. Lorsqu'il s'agit de réactions pour étouffer la révolution, Mussolini est de plus en plus crédible à leurs yeux. Ces squadrées fascistes sont des forces paramilitaires bien plus rassurantes pour le mener que les légionnaires. Elles sont déjà à l'œuvre. Quoi de plus lucide que la peur? À Fiume, de plus en plus isolée, elle a l'effet inverse. La Conquista, hebdomadaire d'orientation syndicaliste, appelle les soldats du commandante à se préparer à marcher avec sa constitution en poche. La révolution est une idée qui a trouvé des baïonnettes, disait Napoléon à propos de la Révolution française. Eh bien, comme les sans-culottes de la France en 1789 portaient sur la pointe de leurs baïonnettes les droits de l'homme, les faisaient triompher contre toute l'Europe coalisée, ainsi les légionnaires fiumains, avec leurs thévenots prodigieux, doivent faire triompher en Italie les principes syndicalistes de la Constitution fiumaine. Nous avons une foi sincère dans l'œuvre révolutionnaire de Gabriele D'Annunzio. Mais Gabriele est l'homme du coup d'éclat permanent, celui des coups de tête impétueux, pas des coups d'état hasardeux. C'est un formidable bretteur qui a tiré Fiume de son fourreau pour provoquer son adversaire en duel. Il s'est servi de son arme comme un sabreur, jouant sur la vitesse et l'explosion pour engager l'assaut. Il plie avec virtuosité les âmes pour parer ou contre-attaquer, ne reculant devant aucun coup bas. Mais plus qu'un fleurettiste audacieux, c'est un épéiste opportuniste. Il attend l'erreur de son rival pour fondre sur lui. Il ne réalise pas que son atermoiement est une occasion qu'il lui offre. D'Annunzio reste en garde, se contente de faire des moulinets de la lame effilés de son verbe. L'homme d'action n'agit pas, il agite, il s'agite. Le fait accompli que représente sa conquête reste à accomplir. Une même question taraude pendant 15 mois le maître de la ville et le gouvernement à Rome. L'Italie va-t-elle annexer Fiume ou Fiume annexera-t-elle l'Italie? Le modus vivendi incarne la conjonction entre les deux parties de l'interrogation. C'est le point d'équilibre et de rupture de l'épopée. Son échec à la fois entérine et anticipe la réponse négative apportée successivement par les deux chefs de cabinet de Gabriele D'Annunzio. Ni la révolte nationaliste souhaitée par le major Giurati, ni la révolution internationaliste espérée par le syndicaliste de Ambry n'auront lieu dans un pays qui préfère transiger et non trancher. La France, en coupant la tête de son roi, idéalise le changement sous la forme du mythe d'une révolution faisant table rase du passé après un parricide. Le mythe fondateur italien est en revanche celui de Rémus et Romulus, qui relate un fratricide. Un jumeau tue l'autre, par ruse ou à l'issue d'une bagarre, et il est même pris de remords en l'enterrant avec tous les honneurs. La politique naît comme une histoire de famille, et le restera. Pourquoi donc jeter à bas ce dont on finira par hériter? À la révolution destinée à s'emparer du pouvoir, on préférera l'évolution pour s'en approcher de manière plus sûre, et à la révolte qui pourrait nuire à ses ambitions, le caractère désinvolte qui masque ses véritables intentions. Qu'il soit nationaliste ou communiste, les efforts de la garde rapprochée de D'Annunzio à Fiume pour réaliser ses projets s'avéreront être des coups d'épée dans l'eau de l'Adriatique. La marche partie de Ronchi n'arrivera pas à Rome, qui était son véritable but. Sur le chemin qui y mène, on assiste à un chassé-croisé.
Mussolini, pour qui Fiume n'est qu'une étape, s'en rapproche en entamant la dérive réactionnaire de son parti fasciste, au premier pas pourtant révolutionnaire. D'Annunzio, chantre du nationalisme, s'en éloigne encore plus en faisant prendre à la trajectoire de son épopée un virage à gauche. Ivre de prouesse plus que de pouvoir, il se met à tituber sur un chemin de plus en plus étroit pour lui, ballotté par son entourage, incapable de bousculer les obstacles sur son passage. Vous aussi, vous m'avez cru un petit César fatigué, pris dans les filets des prétoriens, fait-il parvenir à ses partisans de Trieste, alors que le moment de l'assaut final approche. Vous aussi, vous m'avez cru un petit Hamlet ambigu, amateur d'escrime, à qui le souffle court empêche la phrase étroite des lames courtoises. Ses attaques ne se font plus qu'à fleurer moucheté, et il baissera bientôt la garde, relégué sur les bas-côtés de l'histoire. Ouais, bah, merci Elfie pour la lecture. Je t'en prie, très bon chapitre. Costaud. Ah oui, assez costaud. Il va y avoir un peu de boulot. Assez costaud, puis pas très marrant, pas beaucoup de lyrisme, quoi. C'est Non, très historique. Pas beaucoup de lyrisme, mais bizarrement, que des grandes phrases. Hein. Alors là, vraiment, Ouais. Olivier Tosseri, merci, mais il aurait fallu rajouter quelques virgules. Ça va le faire, ça va le faire. Et c'est un chapitre intéressant. J'ai noté pas mal de trucs parce qu'il était assez long. Ouais. On a parlé de 3-4 personnages intéressants. Ouais. Donc on a reparlé de Mario Carli, dont on avait parlé dans le chapitre précédent. J'ai l'impression qu'il prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure du livre, mais c'était sûr que dans cette période de l'histoire, à mon avis, il a beaucoup influencé. Ouais. Il a beaucoup influencé D'Annunzio. La Testa di Ferro, hein, c'est ça? C'est ça, c'est lui. Son journal à lui. C'est son journal à lui. Et il était partout. Hein. Mais j'ai l'impression que il n'a pas beaucoup apprécié de s'être fait dégager de Fiume, par contre. Je sais pas s'il l'a pris pour lui, mais c'est vrai qu'à un moment, il est quand même rentré en opposition assez frontale avec Mussolini par la suite. Et c'est assez marrant, je voulais faire un parallèle. Je finis de citer les personnages, donc on a aussi Luigi Rizzo, qui est le candidat pour être élu, je sais pas, député de Fiume. Ou... Excellent, l'espèce d'énorme comédie dans le théâtre. Dommage qu'on n'ait pas plus d'informations sur lui. Ouais, bah, c'est un héros de guerre. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Je lisais sa page Wikipédia pendant que tu il parlais. avait trop bien, ok. Ouais. Et c'est un homme qui a été vraiment de toutes les guerres et qui a même demandé à être renvoyé derrière en Somalie. Ah, ok. Sur la fin de sa carrière. Ok. Donc c'est un mec qui a genre toutes les distinctions militaires, qui a été amiral. C'est l'ancien du navire. gaz. L'ancien du gaz. C'est un ancien du gaz. Ouais. C'est ça. Et pour finir de citer les personnages, pour moi, il y a Alceste Di Henri. Je sais pas comment ça se prononce. C'est le syndicaliste révolutionnaire. Voilà. C'est d'ailleurs surtout de lui qu'on va parler dans le chapitre. Le deuxième chef de cabinet d'Annunzio, du coup. C'est ça. Et pour moi, lui, vraiment, il a un parcours qui est assez marrant à mettre en parallèle avec Mario Carli. Ouais. Parce que pour mettre un petit peu en perspective, là, on est au tout début de l'histoire du fascisme. Et l'histoire du fascisme, c'est quand même Mussolini qui est un ancien socialiste. Donc, c'est encore très lié à la gauche italienne, à la gauche révolutionnaire, etc. Ouais, et à l'origine, cette scission-là, c'était vraiment entre les interventionnistes qui voulaient participer à la guerre et ceux qui ne voulaient pas rentrer dans la guerre. Et c'est ça, au tout début, à l'origine, vraiment... C'est pour ça que Mussolini s'est barré du Parti socialiste. Qu'il a été viré, ouais. Qu'il a été viré, pardon, parce que à tous les coups, s'il était resté et si on l'avait laissé faire, il aurait harangué les socialistes, en fait, pour rentrer en guerre. Ouais, bien sûr. Et peut-être qu'il serait resté socialiste et l'histoire aurait été... complètement différente. Ouais. Et du coup, ce Mario Carli et ce Alceste Di Henri, là, ils ont un peu le même parcours. C'est-à-dire qu'ils commencent à être un petit peu critiques du tournant autoritaire d'Annunzio. Non, des faisceaux italiens de combat de Mussolini. Ah oui. Donc des fascistes. Et c'est ça qui a fait que Alceste Di Henri Ouais. a voulu partir à Fiume, sans trop savoir où il allait mettre les pieds d'ailleurs. Non, je crois que c'est pas tout à fait ça. C'est pas ça? C'est avant. En gros, lui, il était déjà communiste. Ouais. Et il n'était pas trop dans le délire fasciste, machin, etc. Mais il est allé à Fiume, c'est là qu'il est devenu un peu fasciste. Ah. Et après, en repartant de Fiume, avec Mario Carli notamment, et la Testa di Ferro, les deux ont créé les Arditi del Popolo, qui étaient un peu des fascistes rouges, si tu veux. Oui, c'est ça. Qui combattaient les fascistes noirs de Mussolini. On en a parlé dans le chapitre précédent. C'est ça.
C'était des fascistes qui étaient beaucoup plus portés sur le socialisme. C'est ça. Et surtout qui étaient simplement. contre les exactions des chemises noires de Mussolini. Le côté réactionnaire, en fait. C'est ça. Voilà. Casseurs Et- de grève, etc. Exactement, ouais. D'ailleurs, Mario Carli les comparait à des gendarmes à un moment, Ouais. l'insulte suprême. Et sauf que la fin de cette histoire-là, c'est pas du tout la même pour les deux, parce que Mario Carli, il retourne au fascisme Mhm. Oui. avec Mussolini. Ouais. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Mussolini aussi développe sa grosse tendance sociale et syndicaliste, C'est- comme on le dit, hein, les journées de 8 heures, la représentation Ah, mais syndicale oui. dans les entreprises, etc. Tout ça, C'est ça. c'est le fascisme. Et Le salaire minimum et tout. c'est ça. Et donc, en fait, ça se trouve, c'est Mario Carli qui a influencé Mussolini. Alors peut-être, mais c'est les Arditi Ça del Popolo en correspond, tout quoi. cas, qui était un courant du fascisme. Ouais. Et puis après Mussolini, c'est un socialiste à l'origine. Hein, Oui, donc oui, voilà. non, c'est vrai. Et de l'autre côté, tu as Alceste Di Henri, qui lui devient totalement antifasciste, Ouais. qui viendra même se réfugier en France et qui mourra en France. Alors Ok. je sais pas où, mais les deux donc ont exactement le même parcours. Fasciste, Fiume. Il continue un peu dans le fascisme, mais il s'embrouille avec Mussolini sur le côté réactionnaire. Voilà. Arditi del Popolo, Et puis, le fascisme rouge. ouais. Et Mario Carli, bon, il reviendra avec Mussolini et Alceste de Henri, coup de tête, poteau-tête. fils de pute. Voilà, fin de l'histoire. C'était un antifa, bah, va te faire enculer. Ok. Donc, ce bon vieux Alceste de Henri qui finit sa vie en France. Bon. C'est ça. Je me suis noté aussi Lénine suce d'Annunzio à perte. Ah ouais. Le petit télégramme qui va bien. Il lui dit ouais, mec, t'es vraiment le seul révolutionnaire de toute l'Italie. Ouais, c'est La toi. révolution sociale sera grâce à toi et tout. Et, C'est le poète socialiste. et d'Annunzio ne le calcule pas. Oui, là. Menefrego, monsieur. Le Terrible. pauvre. Même si, pour moi, il y a une influence évidente du communisme à Fiume. Je vais sortir la phrase de communiste, mais c'est pas le vrai communisme, dans le sens où pour moi c'est un, Non, mais c'est pas le vrai islam, mec. c'est plus un syndicalisme Ouais. que du communisme, tu vois, parce Ouais. que pour moi la doctrine Ben, du passé faisons table rase, ouais. pour moi elle convient pas à la révolution fiumaine qui quand même est une révolution de militaires Ouais, c'est à vrai. l'origine, nationaliste, Rien à voir avec le communisme. qui ne veulent clairement. pas faire de fi du passé, hein, pas du tout, Non. qui visent à unifier l'Italie et à en faire une grande nation. Donc, pour moi, c'est là vraiment que c'est un communisme à la Fiumaine, mais Et c'est pour Bon. ça que, que D'Annunzio n'a pas qu'à là, ce bon vieux Lénine, je pense. Et d'ailleurs, dans la constitution de Fiume, il n'y a pas que tous les hommes et les femmes sont égaux. Je pense pas. ah non, bah il y a pas Il y a pas cette, le truc des droits de l'homme là, comment ça cette- s'appelle Ouais, la Déclaration universelle des droits de l'homme. la elle est mise pas en commun là. de tout, c'est pas ça, en fait. Non, puis comme il disait, c'est pas un communisme d'expropriation, c'est plus. Et là, je vais parler d'un article que j'avais lu sur l'Institut Georges Valois. Ah oui. Ça se rapproche plus du distributisme, je Ok, crois, ok. qui est une espèce de troisième voie économique. Donc, c'est-à-dire, tu prends des petits éléments du syndicalisme révolutionnaire, du communisme, Ouais, ok. avec du nationalisme et du patriotisme. Tu secoues et Ouais, voilà. d'accord, ok. Bon. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et à mon avis, c'est aussi pour ça que Fiume, ça fait partie de nos histoires à nous, à notre camp politique, et pas au camp d'en face. Ah non, mais je ne sais pas si un jour des antifas essaieraient de s'approprier l'histoire de Fiume, mais en fait, c'est absolument impossible. C'est impossible grâce au Arditi Voilà. qu'on rejoint. À le la base des fascisme. bases, en fait, à Ouais. l'essence même, de Fiume et du fiumanisme, en fait. C'est ça. C'est pas du tout la même population, hein, donc il est inconcevable de faire un parallèle ou qu'il se fasse récupérer, quoi, clairement. Ouais, et puis j'ai envie de te dire, en tout cas pour nos socialistes actuels, Fiume était beaucoup trop violent pour eux. Ouais, bien sûr. Essayez même pas. Et sinon, il y avait un petit parallèle hyper intéressant de Alceste de Henri qui, lui, avait constaté ça. Donc, la guerre par rapport à la Révolution Ouais. et les tranchées par rapport aux barricades. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, lui, il a donc vécu la guerre. De toute façon, j'ai envie de te dire quasiment. non, Alcesti, il a pas fait la guerre. Donc lui, il a pas Ce fait qui la guerre. explique peut-être son baltringage Ouais, c'est vis-à-vis du fascisme. Vis-à-vis du fascisme et surtout cette envie peut-être de faire ce parallèle et de voir le parallèle en ça Mm. et de le voir de ses propres yeux en fait en Ouais, allant c'est à ça. Fiume. C'est ça.
il était en pur touriste, lui. C'est pas un Arditi, c'est pas un mec qui a fait la guerre. Hein, Hmm. donc, pour moi, ce qui peut-être aussi explique la différence de destin avec Mario Carli. Ouais. Là où Mario Carli est derrière a rejoint le fascisme parce que bon, on va dire c'est quand même les camarades. Voilà. C'était dans sa ligne directrice. C'est ça. Lui, bah, il a baltringué, il est parti en France. Ouais. Il a fait l'antifasciste, etc. Même si c'était un mec qui faisait le coup de poing en usine, etc. Hein, c'était pas non plus. C'est vrai mine de rien, il n'était pas couché derrière une poubelle, tu vois, un peu comme bon vieux Docteur Arnaud. Docteur Arnaud. Ou Mister Rafou, on sait pas vraiment. Mais bon, c'est sûr qu'il y avait une grande différence entre les deux. Il n'y avait pas match, hein, clairement, entre les deux. Et ouais, pardon, tu disais du coup le parallèle guerre-révolution, tranchée-barricade. Oui. Je le trouve vachement intéressant. Et en plus, on a un moment de l'histoire. Ouais. Nous, personnellement, hein, c'est ça? Non, je parle là dans le bouquin, mais peut-être on pourra dire avec nous. Ouais. On est vraiment au bout d'un monde. De toute façon, la Première Guerre mondiale a tellement traumatisé tout le monde que ça a été un peu le début d'une nouvelle ère. Le bolchevisme qui démarre, des grosses périodes d'instabilité. Donc, c'est dans ces moments-là que l'histoire se fait, tu vois. Ouais. Qui des communistes ou des fascistes réussira à gagner l'Italie, particulièrement, à gagner les cœurs surtout. Mais tu sais qu'en Angleterre c'était pareil aussi. Hein. Bah ouais. Il y a en Angleterre, je sais plus comment il s'appelle le type. Pareil, il avait énormément repris la DA, chemise noire, etc. Oswald Mosley. Mosley. Ouais. Enfin, l'intégralité de l'Europe était un champ de ruines et un champ de bataille idéologique. Hein. On a peut-être même eu pareil dans une certaine mesure avec les croix de feu. À l'issue de la guerre, qui était un peu Noir-Diti à nous, si on veut. Mais faudrait que je me renseigne plus sur eux, mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils ont pas réussi à plus se faire valoir sur le paysage politique, en fait. C'est assez étonnant. Bah, moi, je sais. On en fera un épisode spécial sur les croix de feu. Sont-ils les Arditi français? Ah ouais, ça c'est une très bonne idée. Et du coup, par rapport à la Révolution, je trouve ça assez intéressant de la manière dont c'est amené, ce parallèle avec la guerre et du fait que la révolution, pour moi, mais pour beaucoup de gens aussi, elle est un peu, tu peux pas la décoller de la guerre et de l'instabilité. C'est pour ça que c'est compliqué, nous, dans nos sociétés contemporaines aussi, d'avoir une posture révolutionnaire. Bien sûr. Parce que le momentum, il est pas là. La révolution, elle repose surtout beaucoup sur des facteurs qui sont extérieurs à la politique. Ouais, une déstabilisation. Une déstabilisation, une guerre. Ouais. Et moi, là-dessus, je rejoins, c'est ce que Jean-Yves Gana avait dit dans une intervention qu'il avait fait, alors je sais plus où, peut-être sur Radio Courtoisie ou une conf pour un groupe ou pour un autre. Mais il avait dit que on décidait pas quand les révolutions arrivaient, elles arrivaient et puis c'est tout. C'était une opportunité en fait. C'est ça. En revanche, il faut que le jour où l'opportunité se présente, il faut pas il y ait du monde en face pour aller saisir cette opportunité. Aujourd'hui, en cas de gros soulèvements, machin, etc. Aujourd'hui, on a réussi à se structurer en petits groupes. On a des groupes qui sont assez mobiles, assez organisés, qui ont beaucoup de contacts entre eux, et donc c'est peut-être plus facile aussi de prendre notre part dans les mouvements sociaux. Et avec les Gilets jaunes, ça s'est vu. Hein. Au début des Gilets jaunes, c'était un mouvement exactement comme le Biennio Rosso, contre la vie chère. On n'en peut plus. Et il y avait rien d'autre. Hein. C'est ça, il y avait des groupes de paysans catholiques. Il y avait des mecs à l'usine, des communistes de l'usine, des gens qui étaient totalement apolitiques, des royalistes, des anti-royautés. Enfin, il y avait un peu de tout. Je parle du Biennio Rosso. Particulièrement, mais aussi chez les Gilets jaunes. C'est ça. Chez les Gilets jaunes, pardon, il y avait tout. Et surtout la France dépolitisée. Voilà. Tu vois, la France dépolitisée, un peu dégoûtée, déclassée. Qui vote pas. Qui vote pas, exactement. C'était un sacré creuset de plein de gens différents. C'est ça. Ça rendait ce mouvement très unique d'ailleurs. Et au final, ce mouvement, il a suivi une trajectoire un peu similaire, c'est-à-dire qu'au début, il était puissant parce que pas récupéré politiquement. Alors il y avait des petites bagarres dans toutes les villes. De toute façon, je pense que avec les têtes de cortège. Les militants des différentes villes. Je pense à Toulouse, je pense à Rennes, bien sûr, Nantes aussi, Paris, Lyon. Comment ne pas citer comment il s'appelait Indiana Jones. Ah oui. Oh ouais. Enfin bref, ceux qui savent et au final ça a été récupéré plutôt par les partis de gauche et d'extrême gauche, par les syndicats bien en place et au final du coup le mouvement a fini par s'essouffler quoi. Et en fait de toute façon on constate que il y a eu un grand revirement depuis on va dire 10 ans
sur ceux qui sont les travailleurs défavorisés, on va dire, Mmh. c'est plus des gens de gauche en fait. C'est beaucoup plus des gens qui votent RN, etc. On s'en rend compte. Bah, c'est la fin du communisme des masses, quoi. Ouais. Aujourd'hui, le communisme, vraiment, c'est un truc d'étudiant, quoi. Ouais, exactement. Euh, C'est un truc de bourgeois, clairement, beaucoup plus. Et moi, c'est honnêtement un reproche que je ferais au Rassemblement national, tu vois, c'est de pas assumer ce rôle-là de petit père des peuples. Enfin, tu vois Ouais, ce que je ouais, veux dire? ouais, bien sûr. C'est-à-dire, Beaucoup plus populaire en fait. qu'est-ce qu'empêche le Rassemblement national de ne pas exister que pendant les élections?